Donc, je vais vous parler de constriction péricardique, surtout, et puis j'aborderai le diagnostic différentiel, qui est la restriction myocardique, en fin de topo. C'est par un cas clinique. C'est Virginie qui regarde ses bios. Donc, on commence par un cas clinique qui est un des patients qui a été pris en charge dans le service, qui s'appelle Monsieur F, qui a 40 ans, qui est camerounais et qui travaille dans le cinéma. En fait, il fait des reporters animaliers dans la savane et il va auprès des girafes. Il a 2 petits-enfants. Il a comme antécédent un VIH connu depuis 2007 et traité depuis 2011 et puis une crise de paludisme ancienne. Il est en France depuis plus de 10 ans. Et en fait, il est hospitalisé en pneumologie en juin 2019 pour une dyspnée d'effort. Alors, il commence par lui faire un scanner thoracique et il rentre dans la maladie comme ça. Voici ses coupes parenchymateuses. Et puis, voici ses coupes médiastinales. Alors, on est un peu alerté dans un premier temps par des opacités un peu dans les lobes pulmonaires. Et puis ensuite, on est surtout alerté par des calcifications péricardiques circonférentielles. On avait surtout une grosse lame, et en fait, tout autour du péricarde. C'était tout blanc au scanner. Le radiologue voyait aussi des signes d'insuffisance cardiaque droite avec une hépatomégalie, une dilatation de la veine cave inférieure et des veines sus-hépatiques. Et donc, c'est pour ça que les pneumologues nous demandent une consultation cardio pour avoir un peu notre avis. Cliniquement, quand je le vois, il se plaint quand même du dyspnée qui dure depuis 6 mois. Il dit qu'il a perdu 5 kilos pendant ces derniers mois. Et puis, il avait remarqué que, notamment quand il allait en Afrique pour ses reportages animaliers et qu'il buvait beaucoup, il avait des œdèmes des membres inférieurs qui apparaissaient. Et puis, cliniquement, il avait une turgescence jugulaire bilatérale. Ça, c'est son électro. Alors, il y a des troubles de repolarisation un peu diffus. Il n'y a pas de franc microvoltage. Et ça, c'est son écho. Alors, je commence à vous mettre les boucles. Vous regardiez un peu, vous fassiez votre idée. Puis après, on discute. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur son écho? On voit un mouvement anormal du septum interventriculaire qui s'appelle le façaillement septal ou le mouvement de drapeau comme un drapeau qui vole au vent. On devine un épaississement péricardique et puis on voit quand il respire fort, la courbure septale s'inverse. Là, on va le voir. Là, c'est la courbe respiratoire. Donc, quand il respire fort, ça se voit aussi là. Il a vraiment un bondement du septum interventriculaire de droite vers la gauche. Ça se voit bien là. Ça, c'est l'inversion de la courbure septale. Et puis, il y a aussi le mouvement, le façaillement du septum interventriculaire qui vibre un peu comme ça. Ça, c'est le mouvement du drapeau. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on évoque? Une péricardite chronique constrictive, une cardiomyopathie restrictive, une insuffisance cardiaque à effet préservé ou une DAVD. Je vous laisse réfléchir 2 secondes, mais vu le titre du topo, c'est une péricardite chronique constrictive. Alors, qu'est-ce que c'est la constriction péricardique? C'est en effet une maladie du péricarde qui devient rigide. Soit il est épaissi, il est souvent calcifié, et dans 20%, l'épaisseur est normale, mais le péricarde est rigide. La rigidification du péricarde entraîne une altération du remplissage en diastole des ventricules. Quand le retour veineux arrive, ça altère le remplissage du ventricule droit et par l'interdépendance VGVD de ventricule gauche. Les pressions intrathoraciques et intracardiaques sont dissociées, mais dans la constriction péricardique isolée, il y a une bonne fonction biventriculaire, il n'y a pas d'anomalie myocardique associée. Les recommandations européennes ont fait tout un topo sur le péricarde, dont la constriction en 2015. Cliniquement, la constriction, parfois, ça ne parle pas du tout. Les gens peuvent juste se plaindre d'une asthénie ou d'une perte de poids. C'est vraiment l'altération de l'état général qui est au premier point. Le signe du Kussmaul avec la dépression inspiratoire du pouls et de la pression artérielle. Déjà, dans la clinique un peu évoluée, on a des signes d'insuffisance cardiaque droite qui commencent par la turgescence jugulaire, puis qui descend par l'acide et les œdèmes des membres inférieurs.
Mais parfois, il n'y a rien de tout ça et c'est juste soit la biologie, soit l'écho et le scanner qui nous font tiquer. L'électrocardiogramme peut être complètement normal, parfois il y a un microvoltage et souvent, il y a des troubles de repolarisation qui sont inspécifiques. Alors, les étiologies, les risques faibles de donner des constrictions, c'est les 1%, c'est estimé, c'est les péricardites virales ou idiopathiques. C'est-à-dire quand on fait une péricardite, on a un faible risque que ça évolue vers une constriction. Le risque intermédiaire, c'est plus pour les péricardites qui sont immunomédiés, notamment sur les connectivites et les causes néoplasiques. Et puis les risques élevés de constriction sur les maladies du péricarde, c'est les péricardites bactériennes purulentes qu'on ne voit quasiment pas et les péricardites tuberculeuses. Dans les pays développés, on estime que même si c'est rare, que le risque est faible qu'une péricardite virale donne une constriction, c'est malgré tout 45% des étiologies. Puis après, c'est la post-op de chirurgie cardiaque, puis l'irradiation thoracique, notamment pour les Hodgkin des années d'il y a 40 ans, où il y avait des fortes irradiations thoraciques. Ça donne des constrictions, en plus des atteintes coronariennes, des atteintes valvulaires, et puis de la restriction myocardique, où il y a des véritables fibroses myocardiques associées. Et dans ce cas-là, c'est des tableaux difficiles avec des associations constriction-restriction. Puis ensuite, ça vient les connectivités, péricardites bactériennes et tuberculeuses. Le délai est variable et ne dépend pas forcément d'étiologie entre la maladie initiale du péricarde qui évolue dans un second temps sur la constriction péricardique. Et il y a un petit mot dans les recommandations qui dit qu'il faut se méfier quand même de la tuberculose. On dit que c'est une cause rare, mais de plus en plus, on a des tuberculoses pulmonaires dans les pays développés, du fait notamment de l'arrivée de populations migrantes qui ont été exposées au BK précédemment et notamment qui sont immunodéprimées, VIH+. Donc, il faut quand même bien l'évoquer assez facilement, notamment dans la constriction. Alors là, si on revient à mon patient de 40 ans, il avait une biologie pas non plus catastrophique. Le BNP était à 228. Azatalate normal, il avait quand même une cholestase qui n'était pas expliquée précédemment par le traitement anti-rétroviral. Il avait un bilan hépatique normal auparavant, un TP limite, une crête normale. L'albu et le préalbu étaient un peu diminués, mais ce n'était pas non plus très effondré. Par contre, le quantiferron était positif. Dans les recommandations, dans la constriction, ils identifient 3 formes, 3 syndromes, qui n'est pas forcément évident, je trouve, en pratique clinique, mais donc, il y a la constriction pure qu'on connaît, qui est vraiment le cas là du patient. Ils parlent de la tamponnade, qui peuvent associer à des signes de constriction, mais finalement, c'est plus anecdotique, parce que ce n'est pas le problème lors de la tamponnade. Et par contre, ils parlent d'une forme nosologique qui n'est pas fréquente, une constriction temporaire, ou en cas de péricardite aiguë avec des patients inflammatoires, douloureux, il peut y avoir un peu des signes de constriction associés à une péricardite aiguë. Et il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à se donner un peu de temps, à essayer le traitement anti-inflammatoire et ça peut récupérer. Alors, on reprend donc le cas clinique, on continue. Quelle imagerie donc pour la constriction? Est-ce qu'on lui fait une écho? On a commencé. Est-ce qu'on lui fait un scanner? Alors, il a déjà eu le scanner thoracique. Est-ce qu'on lui fait un scanner cardiaque guetté? Est-ce qu'on lui fait une IRM cardiaque? Est-ce qu'on lui fait un cathétérisme cardiaque? Tu veux dire un systématique? Oui, dans le bilan. J'imagine un cathétérisme. Alors, dans la constriction, en fait, l'imagerie, elle est multimodale. C'est-à-dire, dans les recommandations, l'écho est systématique, bien sûr. Et ensuite, on dit un ou plus de scanners et ou IRM et ou cathétérisme cardiaque. Didier proposait KT. Le KT, c'est ce qui a fait le diagnostic pendant très longtemps, avant qu'on ait l'accès au scanner cardiaque guetté et à l'IRM cardiaque. Dans les recommandations, on commence à revenir un peu sur le KT. Je vais vous en parler un peu. Mais en tout cas, il est recommandé de faire l'écho et en plus, soit le scanner, soit l'IRM, soit le KT. Alors, avant de commencer l'écho, un petit mot dans la constriction, c'est important d'avoir le rythme cardiaque et la courbe respiratoire. Il faut augmenter le nombre de cycles parce qu'il y a une grosse variation respiratoire des flux. Et donc, c'est important d'avoir plus 6 ou 8 cycles quand on fait les Doppler avec la courbe respiratoire. La courbe respiratoire, que ce soit le G ou que ce soit le Philips, pour les appareils que nous, on a, il faut cocher cette case-là qui est… alors, il faut augmenter le nombre de cycles, que ce soit sur G et sur Philips. Et puis ensuite, il faut cocher la case respiratoire. Et en fait, avec les électrodes, on voit quand le patient ventile la courbe respiratoire, ce qui permet d'expliquer les variations qu'on voit en cinétique ou en flux concomitantes des ampliations thoraciques.
Donc ça, c'est l'écho toujours du patient. Qu'est-ce qu'on voit en plus du façonnement septal, de l'inversion de la courbure septale et du péricarde qui semblait épaissi? Il y a une dilatation des veines sus-hépatiques et de la veine cave inférieure, témoin d'une augmentation des pressions de remplissage à droite. Il y a un reflux veineux sus-hépatique, un Doppler pulsé dans les veines sus-hépatiques. Ça, c'est un petit paint, mais le flux normal veineux sus-hépatique, c'est S plus grand que D avec la systole atriale ensuite qui est dans l'autre sens. Et en fait, ce qui se passe quand il y a un reflux veineux sus-hépatique, c'est que l'onde S diminue, puis pour devenir positif avec un vrai reflux dans les veines sus-hépatiques. Et ça, c'est le S reverse dans les veines sus-hépatiques. On voit la même chose dans le flux veineux pulmonaire dans la construction, mais également quand il y a une augmentation de la pression de remplissage à gauche. S1, S2, il y a deux S dans le flux veineux pulmonaire, puis D, puis la systole atriale qui est A. Pareil, il y a le S reverse où le S diminue jusqu'à devenir négatif, témoin d'une élévation de la pression de remplissage. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans la constriction? Il y a le Doppler mitral qui est restrictif. Alors là, c'est plutôt au stade évolué, où il y a vraiment une grande onde, petite onde A. Et puis, il y a le classique deep plateau. Le deep plateau, sur le flux d'IP, où on voit le remplissage rapide, puis qui stagne, ou cette encoche qui est là. Alors ça, c'était un autre de mes patients avec une constriction. Les flux peuvent être différents, mais le deep plateau est à rechercher dans la constriction. Donc, il y a plusieurs morphologies. Ça peut être un arrêt total du remplissage rapide après la protodiastole. Ça peut être on appelle ça le DIP à 3 têtes. Ça peut être là, plutôt ce que je vous ai montré, c'était le DIP à 2 têtes. Ça peut être aussi une inversion totale du flux, alors que la morphologie normale, c'est l'IP avec PAPM, PAPD classique. Donc, ça traduit l'augmentation rapide et importante du remplissage ventriculaire droit, puis le ralentissement rapide en mésodiastole, puis voire un arrêt du remplissage complet. Pour le mettre en évidence, il ne faut pas hésiter à faire inspirer le malade, parce que ça peut permettre de le voir alors qu'on ne le voyait pas en premier lieu. Les diagnostics différentiels, c'est l'infarctus du VD, l'IP importante, et parfois on voit ces flux un peu normaux chez les patients très jeunes, donc il faut savoir aussi être pertinent cliniquement. Dans la constriction, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a une variation inspiratoire des flux. C'est pour ça que c'est important d'avoir plein de cycles cardiaques avec la variation des flux. On voit qu'il va inspirer, et quand il va inspirer, il y a du coup une constriction sur les cavités droites, l'interdépendance VG-DVG, ce qui fait que le VG est vraiment comprimé, et il y a une diminution des pressions à gauche, diminution du débit, diminution du flux transmitral. Donc il y a une chute du flux transmitral à l'inspiration. C'est pas toujours très facile à voir, mais en tout cas, on a l'impression que quand il respire fort, il y a une diminution du flux. Au niveau transtricuspidien, normalement, on dit que c'est une augmentation de 40% à l'inspiration. C'est plus difficile à voir. Déjà, les flux sont moins grands. Par contre, on est censé voir une augmentation du flux transtricuspidien quand il inspire fort. Pareil, l'ITB sous-aortique qui diminue à l'inspiration, donc il faut faire ventiler de façon importante le malade et on va voir une baisse de l'ITB sous-aortique concomitamment des grandes inspirations. Et puis, alors les calcifications péricardiques, ça se voit assez facilement. L'épaississement, ce n'est pas toujours facile, mais l'épaississement péricardique en ETT est défini par une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm. Et encore une fois, il y a 20% des constrictions qui ont une épaisseur normale. Il y a 2 signes avec les E' qui sont importantes et qui permettent de bien aider sur le diagnostic différentiel de la restriction, qui est l'annulus reversus, c'est-à-dire que le prime septal est plus grand que le prime latéral, qui est proche du péricarde et qui est du coup est limité. Ça, c'est pas classique. Normalement, le prime septal, elle est plus petite que le prime latéral. Et puis, il y a l'annulus paradoxus, c'est-à-dire que les E' sont supérieurs à 8, ce qui est l'inverse dans la restriction, on verra tout à l'heure. Donc, annulus reversus E' septal plus grand que E' latéral, et annulus paradoxus, c'est-à-dire que les E' sont quand même supérieurs à 8, voire ils sont augmentés. C'est bien de faire du TM, ça aide toujours le TM, et c'est vrai qu'on voit le façaillement septal en TM, où on voit le septum, il fait des petits mouvements de façaillement, et on peut aussi voir l'aplatissement septal
à l'inspiration. Donc là, on voit très bien, il respire fort et le septum, il se bombe complètement de droite vers la gauche. Ça, c'est un bon signe aussi quand on n'a pas vraiment l'œil au début visuellement. Le TM, je trouve que ça aide bien à retomber sur ses pas. Alors, en plus, en ETT, dans la construction, qu'est-ce qu'il y a? Donc, l'épanchement péricardique, c'est rare. Par contre, il y a des épanchements pleuraux. Il peut y avoir de l'acide. Il avait un peu d'acide, le patient en question. Le flux veineux pulmonaire, on l'a dit, il était pathologique avec un S reverse. Je vous l'ai remis là. L'onde S diminue jusqu'à s'inverser. Et souvent, la systole atriale, l'onde A est plus importante. Et encore une fois, il n'y a pas d'atteinte myocardique associée, c'est-à-dire qu'il y a souvent un strain global longitudinal plutôt normal, il y a des oreillettes qui sont peu dilatées, il n'y a pas d'hypertrophie ventriculaire gauche, il y a une cavité ventriculaire qui a l'air normale, et il n'y a pas d'hypertension pulmonaire. Ça, c'est pour aider avec le diagnostic différentiel de la restriction. Donc ensuite, on peut en effet proposer un scanner cardiaque synchronisé à l'ECG qui va montrer l'épaississement et les calcifications péricardiques et puis qui peut montrer quand c'est injecté le rehaussement des feuillets péricardiques et en cinétique le faceillement, ça se voit bien, et l'inversion de la courbure septale à l'inspiration. Ça, le radiologue, il est capable de vous le dire. Mais ce qu'il faut préférer, c'est l'IRM cardiaque. L'IRM cardiaque, pourquoi? Parce que ça va aussi éliminer la restriction, qui est le diagnostic différentiel, qui n'est pas les mêmes étiologies, sauf l'irradiation thoracique, et qui va étudier l'atteinte myocardique associée, et qui va rechercher la fibrose. Et en plus, ça va faire le diagnostic en montrant l'épaississement, la calcification du péricarde. Ça va évaluer le coulissement péricardique. Il y a des constrictions qui sont très localisées. Et donc, il va pouvoir guider le chirurgien en disant le péricarde, il est engainé que d'un côté, de l'autre côté, ça coulisse. Ça peut montrer le rehaussement et l'œdème sur le péricarde directement. Et puis en cinétique, le radiologue, il est aussi capable de voir le faceillement septal comme on voit en écho, l'inversion de la courbure septale à l'inspiration, etc. Chez mon patient, il n'y avait pas d'anomalie de l'épaisseur myocardique, il n'y avait pas d'anomalie du rehaussement tardif sur le myocarde, il n'y avait pas de fibrose, pas d'anomalie endocavitaire, donc il n'y avait qu'une constriction péricardique. C'est l'IRM cardiaque qu'il faut préférer dans l'imagerie multimodale, plus que le scanner dans les recommandations. Ça, c'était l'IRM du patient. Donc, on voyait bien la gangue fibreuse péricardique là, calcifiée. Et puis, par contre, le myocarde, il était sain. Alors, le cathétérisme cardiaque, ce n'est pas mon domaine le plus... où je ne suis pas le plus à l'aise, mais en tout cas, il n'est pas systématique. Il faut le faire si les diagnostics est difficile, si on hésite entre construction, restriction, si l'imagerie multimodale n'arrive pas trop à trancher, si nous en écho on n'est pas convaincu, mais en tout cas on n'est plus obligé de le faire. On voit le deep plateau, qui est donc l'arrêt du remplissage après la protodiastole, ça c'est le courbe VG, ça c'est le courbe VD. On voit que le remplissage, pouf, ça va vite, et puis ensuite ça stagne avec un remplissage qui se fait vraiment très lentement, voire qui s'arrête. La PTD VG doit être à peu près égale à la PTD VD. Il doit y avoir moins de 5 mm de différence parce que en KT, il y a une égalisation des pressions télédiastoliques dans les 4 cavités dans la constriction. C'est-à-dire que la PTD VG égale à la PTD VD, qui est égale à la PTD OG, qui est égale à la PTD OD, avec une différence normalement qui doit être inférieure à 5 mm de mercure. Il y a aussi une augmentation de la POD. Il n'y a pas d'hypertension pulmonaire, on en a parlé. En tout cas, il n'y a pas une importante hypertension pulmonaire. Et puis, il faut bien faire ventiler le malade aussi en KT parce qu'on voit de façon hémodynamique, on peut voir aussi le pouls paradoxal de Kussmaul avec une diminution des pressions gauche quand il inspire. Donc, en fait, on met en évidence ce qu'on voit en échographie, mais c'est vrai que l'égalisation des pressions télédiastoliques, ça, c'est un très bon signe de constriction et on verra après dans la restriction, c'est différent. Alors, le traitement de la constriction, comment on traite? Le traitement, il est vraiment chirurgical, c'est la péricardectomie si le patient est symptomatique. Alors, les recommandations abordent un peu le traitement médical dans des étiologies spécifiques, bien sûr. Là, le patient en question, on l'avait mis sous traitement antituberculeux parce qu'on en avait fait une péricardite tuberculeuse après une exposition ancienne. Et puis, il avait réactivé une tuberculose un peu pulmonaire au vu des opacités en verre de Poli. Et puis, il avait surtout les complications de la péricardite constrictive
mais voilà, il avait été traité. Dans la forme, on en a parlé tout à l'heure, nosologique, de péricardite aiguë, quand le patient est vraiment inflammatoire, symptomatique, avec des douleurs péricardiques, eh bien, il faut essayer un traitement anti-inflammatoire. Et puis, quand la chirurgie est contre-indiquée, c'est un traitement palliatif. Le pronostic, il est sombre. Et le seul traitement qui fonctionne intense, c'est les diurétiques. La péricardectomie, ce n'est pas une chirurgie facile. La mortalité périopératoire, elle est quand même pas négligeable, de 6 à 12%. Il faut que le geste chirurgical soit le plus complet possible, réalisé par des chirurgiens qui sont habitués à faire ce geste chirurgical dans des centres qui sont expérimentés. Dans les recommandations, il précise qu'il faut identifier des patients dépassés et les facteurs de risque de patients dépassés chez qui la chirurgie ne serait pas un bénéfice ou qui ont un haut risque de mortalité périopératoire. Les facteurs de risque, c'est l'AFA permanente, le bas débit, les complications organiques qui sont l'insuffisance hépatocellulaire au stade de sirop de stade B ou C, sur l'insuffisance cardiaque droite, l'insuffisance rénale chronique sévère, l'hyponatrémie. L'irradiation thoracique, c'est quand il y a un thorax post-radique, c'est des patients qui ont un plus fort risque de mourir en périopératoire. Et puis, bien sûr, l'état général, l'âge avancé, l'autonomie limitée, la cachexie, qui font partie de tous les facteurs de risque de mortalité périopératoire. C'est important de savoir que les calcifications péricardiques, ce n'est pas un facteur pronostic de mortalité périopératoire, c'est un symptôme de la maladie. Il ne faut pas les identifier comme à haut risque parce qu'ils ont des calcifications péricardiques. Donc, le patient en question, il avait bénéficié de la péricardectomie où ils avaient complètement tout décortiqué, ils avaient tout enlevé. Et puis ensuite, faut analyser le péricarde puisque parfois on n'a pas la cause dans un premier temps. Donc, il faut faire une analyse bactério, mycobactério et anapathe avec une recherche de barre à direct, puis un examen long. Souvent, c'est non contributif. Le patient en question, on n'avait pas retrouvé de barre, puisqu'entre-temps, ils étaient partis, les bacilles, mais l'anapathe disait importante fibrose. Le deuxième, là, où je vous avais montré le flux d'IP, avec le DIP plateau, lui, c'est sur l'examen mycobactériaux qu'on avait trouvé les mycobactéries, on avait trouvé la cause, alors que le quantiférant était négatif. Donc, il faut toujours analyser le péricarde, ça peut aider, mais malheureusement, c'est souvent non contributif. Voilà, donc ça, c'était le topo sur la constriction. Une petite question, j'avais l'impression que le VD était un peu dilaté dans cette station. Est-ce que c'est classique? Non, en fait, Didier demande, il avait l'impression que le VD était dilaté. C'est souvent, alors la coupe échographique que je vous ai mis, elle était ciblée sur le VD. Et elle bombait en inspirant. Donc, le VD, il donne toujours un aspect un peu dilaté, mais le VD, comme le VG, ne sont pas dilatés dans la constriction. Là, c'était vraiment une coupe qui montrait le VD. Et souvent, dans cette coupe-là, on a l'impression qu'il est un peu dilaté. Et particulièrement quand le patient inspire fort, par contre, il y a une vraie inversion de la courbure septale et ça donne une impression de VD dilaté. Mais quand tu te remets en 4 caves habituel et que tu regardes ta variation respiratoire sans faire des grandes ampliations thoraciques, le VD, il n'est pas dilaté. Donc, la restriction myocardique, là, cette fois-ci, ce n'est pas une maladie du péricarde qui, lui, va très bien, mais c'est une maladie du myocarde qui a un myocarde pathologique, tout fibreux, tout rigide et qui va aussi élever les pressions de remplissage dans le ventricule, principalement le ventricule gauche, en fonction des étiologies, qui retentira à droite dans un second temps avec une baisse de la compliance. Les étiologies, alors il y a tout ce qui finit par ose, l'amylose, l'hémochromatose, la sarcoïdose, ces maladies qui sont pas fréquentes à part l'amylose, le syndrome hyperéosinophilie, il faut y penser, c'est fibrose endomyocardique. On en a parlé, la post-radiothérapie thoracique avec l'atteinte potentiellement mixte, constriction, restriction, l'atteinte coronarienne, l'atteinte valvulaire, c'est notamment pour les irradiations thoraciques anciennes. Ça, faut vraiment se méfier, c'est catastrophique en général. Alors, on en parlera la semaine prochaine, mais il y a des causes génétiques, familiales, avec des familles qui ont des cardiomyopathies restrictives, qui sont des familles, il y a pas mal de désastres parce que c'est des patients souvent greffés jeunes avec les décimynopathies. Il y a certaines mutations sur MYH7 notamment qui sont identifiées. Les maladies de surcharge, il y a quelques fabris, on en reparlera dans un prochain topo, qui peuvent évoluer sur la restriction. Et puis, toutes les cardiopathies un peu évoluées peuvent évoluer sur de la restriction. Voilà, de façon anecdotique, ça ne nous concerne pas trop, mais les rejets de greffe se comportent aussi comme de la restriction. Comment se comporte une cardiomyopathie restrictive? Souvent, c'est une insuffisance cardiaque qu'on a du mal à expliquer. Chez des patients qui reviennent souvent à l'hôpital, ils évoluent rapidement. L'évolution, elle est assez grave. Les traitements ne marchent pas.
l'ECG, il faut souvent de l'AFA, il y a du microvoltage, il y a des rabotages dans le précordium. On a l'impression qu'il y a quelque chose de grave, une grosse cardiomyopathie, mais on ne voit pas grand-chose, on a du mal à trouver de cause. Il faut vite aller au bilan pré-greffe chez les jeunes parce que c'est des patients qui meurent rapidement et à qui on n'a pas grand-chose à leur proposer. Alors, dans la restriction, les principaux examens paracliniques, c'est l'écho, mais l'écho n'est pas si facile. L'IRM cardiaque permet de mettre en évidence l'attente myocardique et parfois nous aide en nous disant il y a beaucoup de fibrose. En cinétique notamment, il y a des arguments pour une restriction. La VO2 permet d'évaluer la gravité du patient. Et puis, parfois, quand on n'a pas de cause évidente, on va à la biopsie myocardique et ça nous donne des infos. Et bien sûr, la génétique dans toute cardiomyopathie, il faut y penser en fonction du contexte, bien sûr. Alors, le TT dans la restriction, il y a des signes communs avec la constriction. C'est pour ça que ce n'est pas facile, les deux. Mais il y a aussi des signes distinctifs qu'il faut avoir en tête. Les signes communs avec la constriction, c'est toute l'élévation de la pression de remplissage à droite également, la dilatation veine cave inférieure sus-hépatique, l'élévation de la pression de remplissage à gauche, le Doppler mitral restrictif, le flux veineux pulmonaire anormal avec l'onde S, on a dit qu'il descend, qui devient négatif avec le S reverse. Le dip plateau aussi, parce qu'il y a une anomalie du remplissage avec un remplissage qui est très rapide en protodiastole puis qui ralentit, voire qui s'arrête. Et puis, il y a une élévation des pressions de remplissage à droite et à gauche. Et il y a des IM et des IT qui sont décrits après la protodiastole. Ça, c'est des bons signes d'élévation de pression de remplissage. Et par contre, il y a des signes distinctifs. Le volume VG, il est normal, voire c'est des petites cavités. Les parois, elles sont souvent épaissies. Un bon signe, c'est une dilatation atriale sévère. Dans la constriction, les oreillettes sont peu dilatées, alors que la restriction, il faut imaginer un petit VG hypertrophié, des grosses oreillettes, une IM et une unité importante, avec une IM et une unité qui sont et atriales et ventriculaires, une hypertension pulmonaire importante, une diminution du strain, parce que c'est une maladie du myocarde. Les ondes de E' sont diminuées, inférieures à 8, contrairement à la constriction. Et puis, il n'y a pas du tout ce qu'on voit avec l'inversion de la courbure septale, avec le façaillement septal, il n'y a pas de variation respiratoire évidente, ou en tout cas supraphysiologique. Et il n'y a pas du tout ce bombement septal à l'inspiration droit vers gauche qu'on voit dans la constriction. On peut parfois voir un petit façaillement septal, mais qui est moins marqué et moins respiration dépendante. Alors ça, c'est juste une diapo, le classique de la restriction, c'est grosse oreillette, petit VG, VG hypertrophié, Doppler mitral restrictif, onde E' effondrée, et puis ECG pathologique témoin d'une cardiopathie évoluée. Ce qui ne ressemble pas à la constriction. Ça, c'est les recos qui résument un peu tout ce qu'on a dit, les différences constriction, restriction. On pourrait voir ça à tête reposée. Mais l'IRM permet bien d'aider au diagnostic. Le cathétérisme fait la différence aussi dans l'hémodynamie, dans la restriction. Les signes communs avec la PCC, c'est le dip plateau, c'est le miroir du dip au niveau atrial, l'élévation de la POD. Mais par contre, dans la restriction, il n'y a pas d'égalisation des pressions. On a dit PTDVD dans la constriction égale PTDVG égale PTDOD égale PTDOG. Ce n'est pas le cas dans la restriction. Dans la restriction, les pressions gauches restent supérieures aux pressions droites. Il y a une hypertension pulmonaire qui est souvent importante dans la restriction, ce qui n'est pas le cas de la constriction. Puis les variations respiratoires sont physiologiques. Et la PTDVD reste inférieure à un tiers de la PTSVD, c'est-à-dire que le dip plateau est moins profond que dans la constriction. Alors en synthèse, la constriction, il y a quand même un contexte étiologique évocateur. Alors parfois dans la restriction, on est un peu perdu sur la cause. La clinique, elle est assez faible, il faut vraiment s'aider d'imagerie multimodale. Le TT, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est le drapeau, c'est l'inversion de la courbure septale, c'est vraiment des variations respiratoires. Il faut l'avoir vu parce que si on n'y pense pas, on peut ne pas l'évoquer. C'est important de l'avoir en tête. Péricarde souvent est pathologique, ça nous aide. Et le traitement, c'est la péricardectomie. Dans la restriction, ce n'est pas les mêmes patients, ce n'est pas les mêmes étiologies. C'est souvent des patients qu'on ne comprend pas bien, qui évoluent vite, les traitements ne marchent pas, qui reviennent souvent à l'hôpital, qui sont en bas débit, qui font de l'AFA.
Les ventricules sont petits, les oreillettes sont très grosses, il y a de l'hypertension pulmonaire, ils sont en bas débit. C'est pas les mêmes échographies, mais c'est pas les mêmes patients non plus. Alors, pour revenir au cas clinique d'avant, donc mon patient, il s'est fait opérer, et puis il est reparti en Afrique faire ses reportages animaliers, et il m'a envoyé des magnifiques photos de lui, qui disaient qu'il allait très bien, pour nous remercier. Voilà, donc il a été vraiment amélioré. Son échographie, par contre, elle reste pas complètement nickel. Il y a toujours un deep plateau, il y a toujours un petit facialement septal, mais lui, il n'est plus du tout symptomatique. Il a normalisé sa biologie, il a normalisé ses BNP, l'écho d'effort, elle est strictement normale, elle était maximale, et surtout, dans la vie de tous les jours, il est absolument en pleine forme. Il a pu reprendre le boulot et il va très bien. Voilà.